so fresh. Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous rejoindre encore une fois pour le 4e podcast de la série Les 5 sens. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on touche, mais on va l'aborder d'une manière un peu différente. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais laisser Adrien présenter chaque personne qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Podcast numéro 4, comme Stacy a dit. On commence avec les présentations. En bas de mon écran, j'ai Simon Bellavance. Simon Bellavance, comment le présenter? Personne extraordinaire, musicien extraordinaire, producteur, il écrit des chansons, compositeur, il est tout ce que j'aimerais être, mais malheureusement, je ne suis pas. Et c'est ça, 13-18, évidemment. Sarah Daphné, à côté, dans mon écran. Sarah Daphné, ça fait quand même un bout qu'elle est à 13-18, et coordinatrice extraordinaire, elle organise tellement d'événements, je ne peux pas toutes les nommer, mais c'est vraiment top. En haut de Sarah Daphné, j'ai Nathan. Et Nathan, on peut dire notre futur cycliste au Tour de France. Qui sait? Hein? Un de nos ados. Super bon. D'ailleurs, super bon en photographie aussi. Il a beaucoup de talent. Et on a Juliana, que moi j'adore. On peut la décrire comme un boule d'énergie, de créativité, de magnifique. Quand on est à côté de Juliana, même si on est triste, on est heureux. Alors, merci. Un de nos ados à 13-18, évidemment. Moi, Adriano, vous me connaissez quand même après 4 podcasts. Et ma femme, Stacy, notre pasteur 13-18. Et à toi la parole. Alors, je me demande si tout le monde est placé de la même façon pour chaque... Parce qu'on fait des signes, mais en bref, sans commentaire. Moi, tu étais là. Ouais, bon. Alors, je suis vraiment contente d'être avec vous. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on touche, mais on va aller toucher un peu plus le sujet de la sexualité et plus particulièrement de l'hypersexualité de la société. Fait que là, c'est comme des gros mots. Je décris un peu, je mets en contexte. C'est présentement, il y a beaucoup de recherches. Je lisais des articles où on est juste conscient. On a parlé, exemple, dans lui, ce qu'on regarde, d'émissions et autres. Bref, il y a vraiment une hypersexualisation de la société et surtout pour les adolescents au niveau occidental, il y a comme une banalisation du sexe où on voit du sexe partout, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la télévision, que ce soit juste c'est utilisé pour le marketing, pour vendre. Les jeunes, maintenant, sont vraiment confrontés à une nouvelle réalité socio-sexuelle, puis ça va vraiment changer leur perception et leur relation avec les autres. Puis, en partant de cela, je me disais, OK, donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est quoi les conséquences de cette hypersexualisation-là de la société pour nos jeunes? Puis, je voulais avoir votre opinion. Donc, c'est quoi les conséquences? On fait un tour de table, puis juste donner votre opinion, puis de voir, OK, vous êtes conscient un peu de ce phénomène-là, puis comment vous le voyez, puis c'est quoi les impacts que ça a. Fait que je ne sais pas si on peut commencer avec Sarah. Je vais te donner la parole. On brise la glace. Ouais, non, c'est... moi, mon opinion là-dessus, c'est sûr, je trouve que en termes de conséquences, auprès des adolescents, je trouve que ça amène une désinformation au niveau de leur identité, de ce qui se projette, comment ils se projettent, comment ils doivent se percevoir, parce qu'on est tellement, justement, je trouve, entourés autour de nous, que ce soit dans les médias, que ce soit dans ce qu'on écoute, les vidéoclips, les émissions, mais même encore plus intense que ça, dans nos magasins, dans les revues qu'on lit ou peu importe, comment l'ado se projette avec l'image qu'il reçoit. Je trouve que des conséquences néfastes de ça, c'est justement, il se dit, si ce que je vois, si ce qu'on me présente, je dois me former mon identité à travers ça. Donc, comment je peux essayer d'arranger mon image pour ressembler à ce que je vois, pour que les gens m'acceptent à travers la société ou peu importe. Donc, je trouve que ça a vraiment une conséquence négative parce que là, souvent, ces images-là, c'est... Bon, on le sait un peu, là, c'est plus qu'irréaliste. Il y a eu bien du ménage de fait à travers ces photos-là avant de présenter un plan final. Puis, l'ado qui voit ça essaie de ressembler à quelque chose, dans le fond, qui n'est pas réaliste. Donc, je trouve que c'est... Au niveau de l'identité, ça a une conséquence vraiment comme intense là, pour les ados. Ouais. Merci, Sarah. Est-ce que tu voudrais y aller, Nathan? Ouais, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, les médias sociaux vraiment sont comme omniprésents dans nos vies et il y a beaucoup de personnes qu'on appelle aujourd'hui genre les influenceurs, influenceuses, qui vivent de Instagram et de d'autres médias sociaux.
avec les photos et tout, qui sont, comme Sarah l'a dit, souvent retouchées et tout, et c'est pas une vraie image d'eux-mêmes qu'ils donnent. Et je trouve que d'un point de vue, de mon point de vue, je trouve que ça donne une mauvaise image de ce qu'est une personne vraiment, comme c'est peut-être un peu cliché, mais comme tout le monde dit, Instagram, c'est comme un filtre. C'est pas ta vraie personne. Tu montres qui est-ce que tu veux être et pas qui est-ce que tu es, selon moi. Et, ça, donc je trouve que ça donne une mauvaise, un mauvais exemple aux personnes, entre guillemets, qui ne sont pas influenceurs et qui les suivent. Donc, ouais, c'est plutôt néfaste. Merci. Simon? Ben moi, pour rebondir sur ce que tout le monde dit, je pense que ça crée aussi une sorte de pression, tu sais, sur les jeunes, comme quoi il y a peut-être un certain standard, peut-être une certaine image auquel il faut ressembler. Puis, tu sais, beaucoup de l'hypersexualisation qui est dans les pubs, dans les médias, tout ça, c'est beaucoup ciblé vers les jeunes, autant les ados que les jeunes adultes. Puis, ça crée un genre de culture où est-ce qu'on doit séduire, où est-ce qu'on doit être sexy, où est-ce qu'on doit toujours être beau, être belle. Puis ça crée une genre de pression, en fait, parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est d'être naturel. La vie, c'est d'être juste vrai, d'être authentique. Puis cette hypersexualisation vient faire qu'on devient un peu fake, on devient un peu qu'on veut projeter une image qui est différente de ce qu'on est vraiment, tu sais. Puis aussi, ça met une énorme pression de devoir atteindre ces standards-là. Là. On s'entend. Oui, totalement. Juliana? Moi, je trouve que tout le monde a un peu raison, mais en même temps, les influenceurs sont faits comme pour influencer les gens et voir comme ce côté qu'on ne voit pas de eux, qu'eux, ils essaient tout le temps de montrer la perfection. Nous, on a juste envie de montrer ça aux autres personnes de notre part. Puis nous, on se dit qu'eux, ils sont parfaits en réalité. Genre, en vraie vie, donc on se force puis on se met de la pression, comme Simon dit, à le faire, mais en réalité aussi. Donc là, on se met doublement de la pression parce qu'on veut constamment être parfait, constamment vouloir séduire et tout ça. Puis en même temps, genre, on sait que c'est quelque chose de fake, on peut dire, genre. Ouais, totalement. Est-ce que tu veux y aller, Adrien? Oui, je peux aller. Moi, je pense que vous avez bien dit, et je vais raconter un peu sur tout le monde. Je pense que la société d'aujourd'hui, et selon eux, ils veulent réaliser un peu notre fantaisie et répondre à notre fantaisie, à l'image que la curiosité nous excitait, selon eux. Et c'est vrai qu'ils nous bombardent avec tout ça sans penser, au mieux. Ils savent évidemment, mais sans penser, ils ne se soucient pas des conséquences qu'il peut avoir sur un enfant, sur un ado, parce que ça commence depuis qu'on est enfant aussi. Les enfants, ils regardent ça. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup accès à tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ça tout de suite, ils vont reproduire ce qu'ils voient, mais il va rester dans leur tête. Et après, quand ils vont être ados, jeunes adultes, ils peuvent reproduire ça. Ils ont une image quand même, comme tu disais, Sarah Daphné, une contre-éducation, on peut dire, sur l'amour et sur le respect vers l'autre personne. Alors, je pense que c'est une conséquence grave qui s'accumule pendant les années et ça peut devenir quelque chose ça peut devenir un trouble. Alors, oui, il y a vraiment une conséquence. Ouais. Oui, Simon? Si tu me permets juste 15 secondes là, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que c'est tellement bon parce qu'effectivement, quand on est ado d'avoir ces images-là, ça crée une espèce de fait que ça doit tout le temps être séduisant, ça doit tout le temps être beau. Puis après ça, quand on arrive plus tard, on se marie, on a une femme, puis là, ou un mari, peu importe, là, puis qu'on vit la sexualité, ça fait qu'on est beaucoup orienté vers ce qu'on peut recevoir, tu sais. Parce que quand on filme les images, c'est qu'est-ce que ça m'apporte moi, comment que ça me fait réagir moi. Puis ça fait que notre sexualité est complètement erronée, tu sais, alors que c'est supposé être tout à propos de ce qu'on peut donner à l'autre. Oui, absolument. Ouais. Sincèrement, c'est vraiment intéressant tout ce que vous apportez. Je trouve que le développement de la sexualité, c'est vraiment une étape essentielle dans la vie d'un adolescent. Veut pas, il doit passer à travers ça. Il va apprendre à se connaître, il va avoir des expériences ou peu importe. Il va commencer à se forger son idée de qu'est-ce que c'est, puis être bombardé par des images, par des valeurs qui, des fois, sont comme un peu partout. Puis c'est juste utilisé pour vendre, utilisé pour comme
tu sais, de la popularité. Exemple, on regarde les stars, des chanteurs, tu sais, ils se mettent tout nus pour chanter une chanson qui n'a aucun rapport avec, avec ça. Puis, mais c'est cette quête-là d'avoir du plaisir, oui, du plaisir, mais de séduire, puis d'être populaire, puis d'être attirant. Puis je pense que c'était vraiment un sujet qui était pertinent à parler. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut débattre un peu, puis on va avoir vos opinions sur différents sujets, ben, sur différents angles de cette thématique-là. Alors, je vais laisser Adriano animer un peu cette partie-là de confrontation des idées. Oui, en fait, ma question pour vous et surtout pour Nathan et Juliana, parce que c'est des ados, on parle d'ados, c'est comment un ado chrétien il peut vivre avec tout ça en suivant certaines valeurs bibliques et religieuses, vivre dans ces sociétés hypersexualisées. On dit comme ça, et oui. Alors, ça, c'est ma question. Si Nathan, tu veux commencer, si tu veux répondre à ça. C'est sûr que c'est vraiment tough. Surtout, moi, je trouve que ce qui est vraiment tough, c'est en milieu scolaire, quand tu es avec tes amis et tout, que tu es entouré de non-chrétiens. C'est ça qui est le plus dur parce que eux n'ont pas de principe. Veux pas, un humain est toujours à un certain degré influençable. Et donc, quand tu es entouré de personnes non chrétiennes qui ont des valeurs non chrétiennes, tu te fais beaucoup plus influencer vers des valeurs non chrétiennes. Donc, c'est sûr que c'est vraiment tough d'avoir une opinion divergente à la majorité. Et donc, ouais, c'est vraiment comme difficile de rester sur le droit chemin, comme on peut dire. Mm-hmm. Mais, ouais. Pour ma part, c'est un peu pareil aussi, mais moi, je suis du genre à tout le temps expliquer mon opinion et ce que je pense. Comme ça, genre, en même temps, parce que je suis vraiment une fille à débat, déjà, et j'adore avoir mon opinion et tout ça. Donc là, eux, souvent mes amis qui sont non chrétiens, ils pensent tout le temps d'une façon différente. Et moi, j'essaie souvent de garder mon point plus du côté chrétien, parce que c'est comme ça que je pense. Mais c'est vraiment difficile parce que des fois, ils jugent souvent ce que tu dis en disant, genre, pourquoi tu dis ce genre de truc, genre. Mais en vrai, c'est tellement... Moi, je trouve ça pas beau à voir, là, mais ils exagèrent la sexualité comme quelque chose qui est obligé, que tu dois te forcer à faire. Et moi, je suis juste genre... Attendez, là! Genre, t'es pas obligé de penser à ça, t'es pas obligé... Ben, tu sais, c'est sûr que si à un moment donné, il faut que tu réfléchisses à ça et que tu connaisses des trucs dans ce genre de choses. Mais genre, il y a vraiment beaucoup de personnes que je connais qui se sentent obligées de se montrer, de parler de ce genre de trucs de façon sale, on peut dire, juste pour comme, montrer qu'ils s'y connaissent et pour avoir l'air cool, on peut dire. Donc, intéressant, ça, oui. Ouais, en tout cas. Sarah Daphné? Ben moi, je trouve que... Ben moi, pour elle, je trouve que justement, pour les ados en général, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que surtout dans un cercle social, en tant que chrétien, tu es parmi des personnes justement qui ne partagent peut-être pas toutes les mêmes valeurs, les mêmes principes que toi. Il ne faut pas oublier que c'est une période d'identité aussi pour l'ado, fait qu'il est confronté à ce qu'on lui a toujours enseigné peut-être dans un cadre plus aspect à l'église ou peu importe, versus qu'est-ce que lui voit à travers ses cliques d'amis, à travers l'école, à travers ce que les gens essaient de dire. Fait, je trouve que c'est confrontant un peu parce que là, tu te questionnes, tu te demandes, OK, mais pourquoi d'un côté on me dit ça, mais ce que je vois à travers mon cercle d'amis, ce que je vois sur les réseaux, ce que je vois sur les médias, peu importe, c'est quelque chose d'autre qui est projeté. Donc, comment moi, je m'identifie à travers tout ça? Puis, pour vrai, c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile. Puis je pense que même, j'essaie de me rappeler quand j'étais ado, c'est pas facile de se dire puis de se défendre à travers l'identité versus ce que mes amis vont dire. Puis, un peu comme Juliana a dit, c'est comment tes amis réagissent, comment toi, tu réagis auprès d'eux. Ben là, Juliana, t'es pas comme nous, qu'est-ce que tu fais? Voyons donc, tu sais. Puis, tu veux vraiment défendre tes points bibliques, mais tu en as comme 4 sur 5 qui sont contre toi. Donc,
Ouais. C'est pas facile, moi. C'est pas facile, c'est pas évident. Oui, Nathan. Ouais, ben, je voulais juste rajouter au point de Sarah puis à mon point, plus personnellement, je voulais pas dresser un portrait comme quoi est-ce que tous les non-chrétiens ont ces valeurs, sont négatifs pour les personnes chrétiennes qui essayent de, comme personnellement, moi, dans mes amis non-chrétiens, quand là, je leur dis que genre je veux attendre le mariage et tout, ben ils me jugent pas, ils me dénigrent pas. Au contraire, ils sont comme, waouh, genre, je sais pas comment est-ce que tu fais ou genre, des affaires comme ça. Genre, ils jugent pas, mais c'est juste, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Puis, un truc personnel aussi que moi, personnellement, j'ai fait, c'est sur Instagram, ce qu'on appelle des Insta Babes, là. Genre, toutes les Summer toutes qui, ça, je les follow pas, donc je reçois rien sur mon feed, entre guillemets. Donc, en fait, ouais, ça m'aide à comme rester focus sur autre chose. Simon? Ouais, écoute, je trouve que c'est super beau ce qu'il dit déjà, là. Je suis d'accord avec Nathan sur ce qu'il vient juste de dire. Je pense que l'important dans tout ça, c'est que on a des valeurs chrétiennes qui diffèrent beaucoup du monde. Puis c'est important que des deux côtés, on reste dans l'amour, puis on reste sans jugement, tu sais. Si nos amis non-croyants qui partagent pas nos valeurs, ils veulent expérimenter tout ça, ben, tu sais, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. On peut être là, on peut être leurs amis, on peut discuter avec eux, challenger leurs idées. Mais après ça, l'important, c'est de rester dans l'amour avec eux, tu sais. Parce que la dernière chose qu'on veut face à cette situation-là, face à la sexualité, tout ça, c'est de créer, d'être nous-mêmes trop stiff, d'être des gens qui vont juger, d'être des gens qui vont faire que après ça, nos amis vont faire, bon, ben les chrétiens, c'est juste plate, tu sais. Puis souvent, ce sujet-là, ça vient créer ça. Parce qu'on vient mettre l'attention sur juste le fait que, bon, on respecte une règle, on respecte un truc de même. Pour nous, c'est plus que ça, c'est une valeur. Mais pour eux, ça a l'air de quoi de stiff, tu sais. Puis on veut pas que la chrétienté, ça soit juste respecter des règles, respecter tout ça, tu sais. Je pense que c'est toujours important de rester dans l'amour et dans le non-jugement quand on est dans nos échanges avec nos amis à l'école. Voilà. Ouais. Ouais, mais si je peux continuer, j'allais dire totalement sur ce que Simon vient de dire. Je pense que c'est le plus important, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi toi tu le fais. C'est pas juste une règle que je suis, c'est quoi moi, pourquoi je le fais. Puis je pense, quand j'étais au secondaire, que j'ai expliqué à mes amis, je disais tout le temps que même moi, je le vois comme un cadeau, puis c'est un cadeau que je veux donner à la personne que je vais marier, etc. Puis je pense que c'était beaucoup plus facile de comprendre quand j'expliquais à la place de juste dire, ben non, j'ai pas le droit. Parce que c'est pas une question de droit. Si c'est juste une règle, elle va être transgressée. Mais si tu réalises vraiment pourquoi tu le fais, puis tu réfléchis sur comme c'est quoi les valeurs que tu mets de l'avant, je pense que c'est beaucoup plus facile de l'expliquer puis aux gens de comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Je pense que Juliana voulait rajouter quelque chose. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Oh my God. Andy, je vais aller, tu vas y penser. Ouais. Mais moi, je pense que, et comme Sarah Daphné l'a dit, c'est très compliqué. Mais je pense que juste le fait d'être conscient en fait, de l'exposition quotidienne, de la stimulation sexuelle qu'on a de la part de la société d'aujourd'hui, c'est déjà quelque chose. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Absolument pas, parce que vous avez dit, tu sais, on a des amis qui ne sont pas chrétiens non plus. On veut peut-être des fois être dans un groupe, tu sais, qui ne pense pas comme nous. On est des chrétiens, on a des valeurs, comme Simon il disait, différents, on peut dire, des autres. Et, pas dire que les autres, c'est pas bien et nous, on est meilleurs. Mais c'est dur, absolument, oui, c'est dur. Et évidemment, en étant que chrétien, on veut vraiment, le fait qu'on aime le Seigneur, on veut vraiment essayer de marcher sur le bon chemin et garder nos valeurs. Mais comment Sarah Daphné l'a dit, ça, on pourrait en parler plus tard, c'est très compliqué, oui. Mais bon, je parle peut-être d'adultes, on est des chrétiens. Et comme Stécie disait, tu sais, on a nos valeurs. Et pour Stécie, c'était un cadeau, tu sais, c'était vraiment les voir comme un cadeau. Et oui, et être conscient de ça et faire, voir vraiment, je ne veux pas dire le bien, le mal, mais voir, tu sais, la différence et qu'est-ce qui pourrait, les conséquences qu'il pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait nous emporter dans le futur. Oui, absolument. Juliana, je ne sais pas si... Oui? Je me rappelle.
Euh, euh, Personnellement, moi, j'ai déjà eu des amis que, vu qu'ils savaient que j'étais chrétienne, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas parler de ça avec moi. Donc, et à chaque fois qu'ils étaient en groupe et ils parlaient de sexualité ou n'importe quoi, ils disaient, ah, elle est chrétienne, c'est sûr qu'elle ne veut pas comprendre. Comme si c'était banni à l'église de parler de Ouais. ça. Donc, moi, j'étais juste genre, mais c'est quelque chose de complètement normal. Tu peux en parler avec moi, mais genre, c'est normal. Juste le fait qu'ils pensent qu'à l'église, on parle pas de ça. Tu sais, on le voit juste d'une façon différente, mais ça existe. Genre, ça existe. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, et c'est bien que tu as dit ça parce que la deuxième question a un peu rapport avec ça. À l'Église aussi, tu sais qu'à l'Église, c'est un tabou, on n'en parle pas. Mais selon vous, qui il devrait s'occuper vraiment, premièrement, de l'éducation sexuelle des ados, on peut dire, des enfants et des ados après? Selon vous, si Simon, si tu veux commencer. C'est quand même une très, très bonne question. Puis je me suis posé la question. Merci. Je me suis posé la question, pas juste là, à cause qu'on a le podcast, là. Chose certaine, c'est que je pense que dans mon cas, puis dans le cas de beaucoup de gens qui ont grandi dans l'Église, on n'a pas reçu d'éducation sexuelle. Ce qui fait qu'on arrive après ça dans le mariage, on arrive après ça, peu importe dans l'adolescence, face à plein de struggles qu'on peut avoir comme la pornographie, la masturbation, tout ça. Puis on n'a pas reçu d'éducation, on a juste su que c'était mal, que c'était sale. Puis ça fait qu'on se sent un peu garoché là-dedans, puis on sent aussi que c'est mauvais. Puis après ça, tu arrives après ça dans le mariage, que là, c'est permis d'avoir, de faire l'amour, mais là, tu as tout le temps eu une interdiction. Fait que c'est comme vraiment, je pense qu'il y a vraiment de quoi revoir en tant qu'Église au niveau de l'éducation sexuelle des jeunes. Je pense que l'Église, bon, c'est avec une nuance. Je pense que l'Église n'est pas spécialisée dans l'éducation sexuelle. Je pense qu'il y a quand même des professionnels qui peuvent se faire ça beaucoup mieux que l'Église. Mais quand même, je pense que l'Église devrait avoir un dialogue plus ouvert sur ce qu'est la sexualité, sur ce que et pas juste sur les principes de se garder, de se donner l'un pour l'autre, mais tu sais, sur plus dans les détails, sans aller dans trop les détails. Mais d'être plus ouvert sur le sujet, je pense que ça serait vraiment bon. Fait que pour répondre à la question, je dirais que je pense que ça serait un mix entre d'en parler plus à l'Église, d'en parler plus avec les parents. Je pense aussi que c'est quelque chose qui devrait être plus abordé. Puis je pense en même temps que il faudrait qu'il y ait une éducation professionnelle qui se fasse plus que juste, admettons, ce qui se passe au secondaire à l'école, les cours. Je me rappelle, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, là. Mais les cours que vous avez au secondaire, où est-ce que c'est vraiment très open, ça parle un peu de tout, mais de rien en même temps. Je pense que en tant que société, c'est à revoir ce modèle-là. Et en tant que chrétien, l'Église, on a notre part à faire là-dedans. Ouais. Nathan et après Juliana, parce que vous êtes, on peut dire, sous le terrain, vous êtes les ados. Je pense que votre expérience, c'est quoi? Et comment vous voyez l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que, selon vous, on pourrait faire de mieux ou qu'on fait déjà bien? Ben, moi, je voulais rebondir sur le point de Simon, comme quoi l'Église a un rôle à jouer. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis d'accord sur pas mal tout ce qu'il a dit. Mais je trouve que la chapelle, en termes plus concrets, fait déjà, je trouve, quand même une une bonne job là-dessus. Je pense, il y a, je sais pas trop, il y a peut-être 6-7 mois, il y avait le talk show là, sur la sexualité. Déjà ça, moi, dans mon ancienne église, c'était une église beaucoup plus, comment dire, traditionnelle, protestante. Et c'était vraiment comme un peu tabou et tout. Là, de voir que la chapelle est ouverte à ce genre de discussion, même devant l'assemblée au complet, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est un pas vers l'avant. Après, c'est sûr que les parents aussi, c'est leur rôle d'être ouverts à ça et de pouvoir donner comme les conseils, rassurer, des choses comme ça.
Mais je pense que l'Église même, juste, je me souviens, il y avait je sais pas comment on appelle ça, genre une éducatrice sexuelle, je sais pas comment est-ce que c'est le nom, là, vraiment, mais elle était chrétienne aussi, fait que je pense que ça genre existe aussi. Et c'est sûr que la vie professionnelle, ça aide vraiment, mais l'Église, pour moi, doit faire quand même une grande partie. Puis la chapelle, selon moi, le fait bien. Juliana? Tout ce que Simon et Nathan ont dit, pour moi, c'est vrai. Et je trouve que c'est bien d'avoir deux exemples, genre ce que la société voit et ce que l'Église voit. Genre, je trouve ça bien de voir un peu de tous les côtés. Mais tu sais, c'est sûr que si l'Église n'en parle pas, le seul exemple qu'on aura, c'est celle de la société. Donc, tu sais, c'est sûr que avec nos amis autour, avec les gens qui ils parlent de ça, ils peuvent souvent nous influencer aussi à ne pas suivre les valeurs de l'Église. Puis si personne nous explique ces valeurs-là, on ne pourra pas le savoir. Donc, je trouve que c'est bien que l'Église en parle. Comme ça, on pourra suivre ce chemin-là. Ouais. Avant toi, Sarah, j'aimerais juste demander si vous voulez répondre, évidemment, mais les parents, la famille, c'est comment la relation avec l'éducation sexuelle à la maison? Évidemment, je ne suis pas obligé de répondre, mais je sais pas, vous en parlez entre ados, je pense, juste pour savoir si pour vous, c'est important aussi dans la famille quand même que les parents ils puissent... Allez-y. OK. Ben moi, honnêtement, mes parents savent sur quoi je m'enligne en termes de sexualité. Comme ils savent que je vais suivre les valeurs chrétiennes. Et honnêtement, c'est pas trop dans mon... Genre, si j'ai besoin de parler de quelque chose, je vais parler avec mon père. Mon père est très ouvert, pour être honnête. Mais ouais, ils savent ils connaissent mes principes, puis ça va. Juliana? Pour moi aussi, c'est pareil. Moi, j'en parlerai plus avec ma mère parce que je suis plus à l'aise avec ma mère d'en parler. Mais ma mère est vraiment ouverte et elle aussi du genre à donner des conseils parce que souvent, je suis quand même une fille assez perdue. Donc là, je ne sais pas vers où m'enligner parce que j'avoue que je suis quand même un peu influençable. Un peu beaucoup. Mais donc, souvent, je ne sais plus vers où m'enligner, puis je ne sais plus vers où, genre, quoi penser. Et là, j'en parle souvent avec ma mère, puis ma mère, tu sais, elle me dit pas nécessairement tu dois suivre telle chose. Elle me dit juste, si tu veux avoir, genre, si tu veux suivre ces valeurs-là, il faut que ce soit, genre, par toi. Puis elle me donne des conseils pour que moi, toute seule, je m'enligne vers où je veux aller. Sarah, oui. Excuse-moi de... On dirait que moi, je vois à plusieurs niveaux. Tu sais, comme quand on demandait, tu sais, qui devrait toucher à l'éducation et tout ça, on dirait que je me dis, comme, tu sais, le jeune en tant que tel, ou peu importe qui, rencontre plusieurs milieux tout au long de sa vie. Donc, autant le nid familial, autant l'Église, autant le cercle social, autant l'école et tout ça. Donc, on dirait que j'aurais tendance plus à dire que, quoique je suis très d'accord avec tout ce que tout le monde a dit, mais j'ai l'impression que chacun a sa part de responsabilité là-dedans, dans le sens que autant dans le nid familial, il y a une genèse au niveau de l'éducation qui doit être faite. S'il ne veut pas l'enfant, le premier contact, justement, c'est ses parents, ses frères et sœurs, tout ça. Donc, je le vois là à la base. Puis ensuite, je trouve que oui, au sein de l'Église, il y a une grande responsabilité, justement, en termes de principes, de valeurs, puis dans le cas d'identité, tu sais, que le jeune puisse se retrouver là-dedans. À même l'école aussi, parce que veut pas, quand le jeune n'est pas à la maison, on dit souvent que la moitié de sa vie, il est à l'école. Donc, c'est là qu'il fait face à plusieurs défis, à plusieurs situations, peu importe. Donc, je trouve que à ce niveau-là aussi, il y a une grosse éducation qui doit être faite. D'où le pourquoi je trouve que autant que ça se fasse, mettons, dans notre système, l'Église doit pallier parce que ne veut pas le système, quand il l'enseigne, ben, tu sais, c'est pas, comment dire, c'est très neutre, c'est très neutralisé. Donc, des fois, tu sais, je sais pas comment l'expliquer sans que ça soit genre négatif, là,
Mais je trouve que les deux doivent balancer ensemble. Les trois, en fait. Autant le milieu scolaire, le nid familial, l'église, que ça fasse vraiment comme un tout. Genre, mais ouais, je trouve que chacun... Parce que sinon, on dirait qu'on pourrait tellement le dire à l'inverse, comme quand il arrive quelque chose, on va souvent avoir tendance à dire à qui la faute. Ah, c'est la faute des parents. T'sais, ils n'ont pas agi. Ah, c'est la faute de l'école. Ils auraient dû faire plus d'éducation. Ah, c'est la faute de l'église. T'sais, ils n'ont pas accès assez auprès des jeunes. Fait, je trouve que des fois, c'est difficile à aller trouver vraiment la source directe de qui devrait faire l'éducation. Ouais. Et Simon rebondit. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, comme quoi ça dépend de un peu tout le monde, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis je dirais même encore plus que ça, je pense qu'on a besoin de deux types d'éducation là-dedans. C'est une éducation, premièrement, plus comme un genre de cours préparé, si on veut, comme qu'on peut recevoir à l'école ou comme qu'on peut avoir dans des messages, qui est comme de quoi que tout le monde reçoit. Mais aussi après ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir du one-on-one avec quelqu'un, tu sais. Que ce soit avec Stacy, avec Adriano, avec des leaders de 13-18, avec des pasteurs de l'Église, avec un mentor, quelqu'un que vous connaissez bien. Ça peut être avec vos parents si vous êtes à l'aise. Mais tu sais, je pense que d'avoir le one-on-one, c'est vraiment important parce que le cours at large qu'on peut recevoir, peu importe de la part de qui, ça va poser des questions, puis tu vas vivre de quoi de différent, d'unique à ta situation, puis d'en parler avec quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense que ça fait vraiment une grosse différence. Puis je veux prendre le temps de le dire parce que je pense que c'est important qu'on brise ce tabou-là. Souvent, en tant qu'ado, je sais que pour ma part, c'était quelque chose que j'étais peut-être un petit peu plus timide d'aller voir des personnes plus vieilles que moi. J'avais moins de difficulté à en parler aux gens autour de moi, mais d'avoir quelqu'un de plus vieux, on dirait que c'était intimidant. Mais je pense que c'est tellement important dans notre développement en tant qu'ado d'avoir quelqu'un plus vieux qui a peut-être plus d'expérience à qui on peut poser des questions. T'sais. Fait que c'est ça. Je veux juste vous lancer la balle à tous les ados de 13-18, comme quoi vos leaders sont là, puis ils sont prêts à vous écouter et prêts à répondre à vos questions. Oui, c'est vrai, je vais rebondir là-dessus, c'est notre mission, c'est que les ados ils nous fassent confiance, qu'ils savent qu'ils ne sont pas jugés. Et c'est l'ado après à identifier un de nous, tu sais, je fais confiance à Simon, je fais confiance à Sarah Daphné, à d'autres leaders, et s'ouvrir vraiment. Parce qu'on est passé par là, nous aussi, on a des expériences différentes, évidemment, mais on est passé par là et c'est très important. Et vous avez bien répondu, vous avez un peu touché à 360. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Oui, l'Église et nous, en tant que 13-18, on a vraiment, on doit faire quelque chose. Comment vous avez dit, je ne vais pas répéter. Et je ne sais pas à l'école comment c'est enseigné ici au Québec, mais moi, je suis pas, je peux dire, je suis contre un peu du fait, comme la société, comme Juliana, Nathan il disait qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon, on a juste l'enseignement de la société. Et je suis un peu contre, parce que la société, ils donnent vraiment une formation comme essaye tout, tu dois tout essayer pour après voir qui tu es, qui tu vas être, tu sais. Et moi, je suis pas vraiment d'accord sur ça. Ça, c'est un autre débat, évidemment. Mais c'est ça, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Si je peux continuer. Désolée, Sarah. J'allais juste faire un petit ruban parce que je suis d'accord avec ce qu'Adriano dit, puis c'est pour ça que je trouve que justement, il doit y avoir un balance entre ce que la société dit puis ce que l'Église dit, parce qu'il faut le voir aussi à plusieurs niveaux. Tu sais, dans les grands cours de sexualité, là, pour travailler en milieu scolaire, tu sais, il y a plusieurs paliers. Tu sais, on parle de tout ce qui est justement le respect de soi, qu'est-ce que la sexualité en tant que telle, qu'est-ce que l'hypersexualisation, whatever. Donc, je trouve que cette essence-là, oui, c'est bon qu'il l'entende, mais c'est sûr qu'après, c'est là qu'il faut être plus personnalisé, comme Simon dit, parce que là, ça s'en va dans tous les sens. Donc là, c'est comment on peut rediriger le jeune à travers tout ça pour qu'il puisse vraiment comme se faire une idée ou bien comme qu'il puisse vraiment fonder ses principes sur justement ce qui lui est présenté. Parce que c'est vrai que ça peut aller des fois là, dans tous les sens, à droite, à gauche. On est en 2020, je pense que tout le monde réalise un peu le contexte actuel. Mais non, c'est ça. Puis qu'il n'y a pas de mauvaise question. Excusez, je voulais le rajouter. Là. Je trouve que c'est important de dire qu'il n'y a pas de mauvaise question. Souvent, les jeunes, je trouve ils vont se renfermer par rapport à ça parce que là, c'est peut-être pas normal que je me pose telle question ou que tel sujet, c'est plus tabou, comme Simon disait. Donc, finalement, je vais plus je vais garder ça pour moi puis vivre mes expériences. Mais non, au contraire, plus tu vas aller chercher, plus tu vas aller comme t'éduquer, puis mieux tu vas être éclairé. Donc, voilà. Tu peux y aller, Juliana. Moi, genre, c'est un autre truc à part, mais comme je trouve qu'il faudra en parler au bon moment. Souvent, admettons, ceux de 6e année, genre, c'est comme un coup quand ils rentrent au secondaire parce qu'au secondaire, c'est comme, pouf,
Genre, La nouvelle ça parle que game. de ça. Puis là, tu vois, genre, tout le monde parle que de ça, genre. Mais pas tout le temps, là, mais comme, c'est là où ça... Majoritairement. Puis, moi, genre, j'ai eu la chance en sixième année, il y avait une sexologue qui est venue, là, ils ont commencé à nous parler de ça vers la fin de l'année. Mais, tu sais, il y a des écoles primaires, ben, ils donnent pas des informations avant de rentrer au secondaire. Donc, au secondaire, tes premières informations de la sexualité, on peut dire, c'est tes cours de sciences. Donc, peut-être un peu perdu, c'est genre, hein? Le corps humain. Donc, c'est ça. Donc, c'était juste une parenthèse, hein? Non, mais sincèrement, tous vos points sont super pertinents. Puis je pense que je suis totalement d'accord avec le fait que c'est un équilibre. Et il faut vraiment faire attention. Je pense pas que les parents peuvent dire « Hey, je m'en lave les mains, l'école s'en occupe ». Au contraire, il faut que les parents soient présents. Puis je sais que c'est un peu awkward. Puis d'où l'importance de l'Église aussi de se lever, puis d'être là, puis de ne pas avoir de tabou. Puis je pense que qu'est-ce qui est, comme Simone l'a si bien dit, on est là, nous, tu sais, on a vécu le secondaire, on a vécu, on n'a pas de, tu sais, vous n'avez pas besoin d'être gêné devant nous. Là, toutes les questions, on peut les avoir. Puis je pense que moi, qu'est-ce qui m'a personnellement aidé, puis moi, je suis une personne qui est réflexive, j'aime ça réfléchir, j'aime ça prendre mes décisions par moi-même. Puis j'aimais ça de l'avoir un enseignement à la maison, un enseignement à l'église. J'ai eu de la chance de... Ça n'a pas été toutes les églises que je suis allée, là, mais d'avoir une église pendant ma période importante de l'adolescence avec des leaders où je pouvais discuter, on avait vraiment beaucoup de... Parce qu'on s'entend, là, les ados, justement, parlent souvent de sexe, hein. Fait qu'on avait la chance de pouvoir en parler, puis de discuter, puis vraiment des discussions ouvertes, ou comme, tu sais, on apprenait plein de choses, où on discutait, puis on débattait sur des choses. Et à l'école, puis je pense qu'avoir tout ça, ça m'a permis moi-même de me faire une idée, puis de prendre mes décisions. Puis aussi de savoir de qu'est-ce que je veux pas, parce que si j'avais juste su qu'est-ce qui était à l'école, il y a certaines choses, je me retrouvais pas là-dedans non plus. Puis, tu sais, on veut pas encourager aussi de toucher à tout, parce que des fois, c'est ça la sexualité, tu touches et tu expérimentes. Puis c'est pour ça qu'on l'utilisait dans qu'est-ce qu'on touche. Tu sais, tu veux toucher à tout, tu veux essayer tout, mais c'est néfaste. Puis c'est aussi, ça peut être problématique. Puis dans le fond, il faut donner, je trouve, les informations nécessaires pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Puis le one-on-one est tellement important. Puis, sincèrement, c'était tellement intéressant qu'est-ce que vous disiez. Là. Je voulais même pas arrêter, puis je voulais juste vous écouter. Mais tu sais, moi, on pourrait faire une prédication, une série de prédications. C'est tellement un sujet qu'on peut parler tellement longtemps, qu'on peut ressortir des choses dans la vie. Mais moi, qu'est-ce que je voulais faire à travers cette discussion-là? C'était juste ressortir un verset. C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Ça dit « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sur un esclavage quelconque. » Puis ça parle de l'inconduite, dont l'inconduite sexuelle. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Puis comme je veux savoir un peu qu'est-ce que vous pensez rapidement, si vous avez des choses à rajouter, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que oui, tu pourrais tout faire, mais tout n'est pas bon. Il y a des choses qui vont vraiment avoir des répercussions sur toi, sur ton âme, sur ton corps. Puis c'est aussi, cette fausse liberté peut te remettre sur un esclavage en disant que comme tu es libre d'essayer puis de tester tout ce que tu peux faire, ça peut te mettre sur une autre forme d'esclavage. Puis moi, j'ai eu la chance, tu sais, j'ai beaucoup d'amis non chrétiens, puis on avait tout le temps des discussions par rapport à ça, puis de voir comment ça a été quoi l'impact à la fin. Tu sais, puis ça va dans des deux sens. Il y a aussi des amis chrétiens qui n'ont pas pris les mêmes décisions, qui n'ont pas décidé. Puis on a des débats, puis des fois, voir comment il y a certaines choses qui ont eu des conséquences. Puis je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez rapidement là-dessus? Puis, comment ça fait sens dans la discussion qu'on a eue? Ouais, je peux commencer, parce que je lisais aujourd'hui quelque chose et je l'ai lu à Stace, il m'a dit « Ah, wow, c'est fou parce que je parle de ça. » Et je l'ai ici en italien. Pourquoi je l'ai en italien? Je ne sais pas, alors je dois le traduire. J'aurais pu le chercher en français. Mais c'est un écrivain anglais et le nom est super difficile, je veux mal lire, c'est Aldous Huxley. Il a écrit Le meilleur des mondes, ça s'appelle. Et il parle, dans Le meilleur des mondes, il parle des drogues, des spectacles, mais des hypersexualité, on dit hypersexualité de la société, qu'est-ce qu'on est en train de discuter. Et lui dit que l'hypersexualité de la société est vu comme un élément, lui, il appelle la dictature douce. Il appelle ça tout qu'est-ce que la société et c'est ce qu'on a parlé tantôt. Dictature douce qui va dominer le monde. Un pouvoir totalitaire, invisible et tellement fort qui est capable de convaincre les esclaves, un peu nous, entre guillemets, les esclaves, à aimer leur propre chaîne. Et ça, ça va un peu conclure un peu tout ce qu'on a dit. Et c'est ça que la société, ils veulent, tu sais. Une dictature douce, j'aime bien et pas.
cette terminologie parce que c'est vrai, inconsciemment, la société, il nous bombarde de ça et nous emmène, tu sais, à suivre leur idée de sexualité et comment on devrait être. Et on ne se rend pas compte et on rentre, tu sais, et on aime, comme il dit, on va aimer nos propres chiens, tu sais. Et ça nous porte. Et ça, après, c'est toutes les conséquences qu'on peut avoir. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vraiment ça. Alors, il faut faire attention. Et comme on a dit tantôt, tu sais, il faut vraiment avoir une balance et savoir reconnaître qu'est-ce que c'est bien. Et on peut dire qu'est-ce que c'est mal, on peut dire peut-être. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un va... Oui. Juliana? J'aime comment qu'elle fait. Comme Adriana a dit, c'est bien de... ce qu'il faut, en fait, c'est reconnaître le bien et ce qui est mal. On peut tout faire, mais c'est sûr, genre, on a la possibilité de tout faire, mais genre, tu sais, c'est sûr que ça veut pas nécessairement dire que si on fait tout, si on essaie tout, ça va plus répondre à nos questions. Comme, tu sais, c'est sûr que c'est mieux, genre, moi, en date, mes valeurs et le fait que, genre, je veux le faire après le mariage, ça, il n'y a pas d'expérience pour savoir le faire, genre, pour savoir cette valeur-là. Je sais pas si vous me comprenez. Ouais. Mais, tu sais, il n'y a pas tout le temps des expériences pour répondre à nos questions. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention avec quel type d'expérience on peut faire. Parce que sinon, après, ça peut juste nous shut down. Puis souvent, ça peut nous apporter plus de mal que répondre à nos questions. Mais tu sais, si je peux juste rajouter un petit quelque chose, l'exemple de consentement. On parle beaucoup de consentement ces derniers temps. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses, d'articles et de témoignages qui sont sortis en disant, à cause justement de cette pression-là et l'hypersexualisation de la société, il y a beaucoup de personnes, puis là, on ne parle pas dans un mode chrétien, là, de personnes qui se disent que tu penses que c'est ça que tu voulais, mais il y avait tellement cette pression-là des autres, cette pression-là de popularité, cette pression-là que c'est ça qu'on entend, c'est de ça qu'on parle, puis c'est ça être cool, que tu te sentais obligé d'avoir ces relations-là aussi jeunes. Puis, tu sais, quand on regarde les statistiques, de plus en plus, les relations sexuelles commencent de plus en plus jeunes. Puis, tu sais, ça, c'est un problème que des sexologues s'arrêtent. Puis ça, on n'est même pas encore dans on parle pas dans le milieu chrétien. Là. C'est vraiment un problème de société où il y a plusieurs personnes qui se disent, ben, finalement, est-ce que j'étais vraiment consentant? Est-ce que j'avais vraiment, tu sais, maintenant, en secondaire 1, secondaire 2, il y en a certains qui perdent leur virginité en 6e année primaire. Puis, tu sais, ils sont comme, ben, quand ils vieillissent, mais j'étais peut-être pas consentant, ou peut-être que c'était la pression des autres, puis c'est comme le cercle social et autres. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose à s'arrêter, à réfléchir, puis de dire, OK, est-ce que je suis pas justement en train de me mettre sur un autre esclavage? Ouais. J'aime bien ce que Juliana a dit. On a la possibilité de tout faire aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Mais on a le choix aussi de suivre certaines valeurs, notre valeur. Et est-ce qu'on on va s'accrocher à cette valeur qu'on a? On va être capable de le faire? Ça, c'est la question. Et la réponse, demain. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais, on encourage de s'accrocher à cette valeur, de les garder vraiment. Et c'est ça la difficulté, tu sais. On peut dire un peu la différence après. Ouais. Puis je trouve que c'est de se dire aussi, au final, qu'est-ce que ça m'apporte? Tu sais, dans le verset que Stacy a rapporté, oui, tout m'est permis, mais moi, je le connais dans une autre version, là, que ça dit « tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Donc, oui, je le vois comme dans une discussion, genre avec des amis, « Ah oui, donc, viens donc, fais donc ça, whatever ». Ouais, certes, c'est vrai, je pourrais le faire, mais qu'est-ce que ça m'apporte au final, tu sais, comme... Qu'est-ce que ça m'apporte ou peu importe. Fait que si je pense aussi dans cette perspective-là, puis comme Juliana disait, je suis pas obligée de rentrer là-dedans, puis au final, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Est-ce que je me sens mieux ou finalement, genre, je suis plus mal à l'aise ou peu importe? Fait que ça, peu importe le domaine, donc, ouais. En tout cas, si je peux dire, parce qu'on a clairement dépassé le temps, mais c'était le fun. Si je peux dire une chose, c'est on est là, sincèrement. On est là si vous voulez parler de peu importe quel sujet retouché à la sexualité. Les leaders de 13-18 sont là. On est disponible pour répondre à vos questions, pour parler, pour faire du one-on-one. Puis vraiment juste être attentif et vous écouter parce qu'on sait que c'est un sujet qui est comme très important puis que présentement, on est constamment bombardé par des images de sexualité. On est constamment bombardé par
ces appels à essayer, puis à toucher, puis à faire plein de choses. Puis nous, on veut juste être là pour vous aider du mieux qu'on peut, puis de vous écouter. Alors, on est toujours là pour vous. Ouais. Et une autre chose, désolé, j'y tiens beaucoup à dire, je le répète tout le temps, je le sais, mais vous avez la chance, je le répète tout le temps, d'avoir le Seigneur dans votre vie à votre âge, ado. Vous avez un outil, une arme en plus, tu sais, des autres. Et quand on apprend à utiliser cette arme, il faut l'entraînement pour n'importe quoi. Et ça va être l'aide qu'on a besoin et qu'est-ce que ça va nous amener, tu sais, à être accroché à cette valeur. Et c'est très important pour moi. Moi, je ne l'ai pas eu, vous l'avez. Je sais que c'est difficile, mais il faut s'entraîner, entraîner. Et amen. Et merci beaucoup, vraiment. Je tenais vraiment beaucoup à le dire. Mais merci beaucoup. Ça a été, encore une fois, magnifique de parler avec vous. S'échanger un peu nos pensées et tout. Et rendez-vous à podcast numéro 5. Bye. Bisous. So fresh.